que je ne commence, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici et vous remercier pour votre intérêt que vous avez manifesté chaque dimanche afin que nous puissions nous entretenir au bénéfice des populations, au bénéfice de la nation, au bénéfice de la communauté internationale sur les sujets brûlants qui ont marqué la semaine et surtout sur un point en ce qui concerne cette pandémie du Covid-19. Vous savez, il faut d'abord revenir au Covid pour comprendre. Le 29 mars, le président Patrice Talon a fait un entretien, et c'est la première fois, et la seule fois d'ailleurs, depuis que cette pandémie a commencé par bouleverser tout dans le monde. Il a fait une intervention, et au cours de cette intervention, nous devions retenir quelque chose de majeur. C'est que, il dit que le Bénin n'a pas d'argent. 2, puisque le Bénin n'a pas d'argent, et lui, il laisse chaque Béninois à son sort, et puis il est en train de préparer l'après-Covid économique. On peut retenir aussi qu'il a dit qu'il n'a pas la planche à billets. Grosso modo, c'est ce qu'on retient. Mais du point de vue moral et de la morale de la gouvernance, de la direction d'une nation, on retient un président qui a abandonné sa responsabilité, qui dit qu'il ne protège pas le peuple alors que la fonction principale d'une gouvernance d'un homme politique est la protection des populations. Et il ne faut pas oublier cette date du 29 mars où le chef de l'État béninois a dit qu'il n'a aucun moyen et qu'il laisse les Béninois dans une précarité qu'il a eu le temps de peindre comme le Bénin pessimiste total. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui est au pouvoir. Il ne faut pas oublier, je l'ai dit toujours, que c'est lui qui a contribué pour une large part ces derniers temps à enfoncer les Béninois dans cette précarité dommageable. Donc, aujourd'hui, je ris beaucoup de ce que j'entends. Je ris d'autant plus que vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je pense, si je comprends la philosophie du ministre Wadagne. C'est le ministre Wadagne lui-même et son gouvernement et le gouvernement dans lequel il est qui vont comprendre leur philosophie. Et moi, je n'ai rien compris dans ce qu'ils sont en train de dire. Ce que je comprends, c'est que c'est des messieurs qui sont allés au FMI pour demander de l'argent dans le cadre du Covid. Et ils ont tapé au guichet des facilités élargies de crédit, guichet au niveau duquel le quota du Bénin est déjà très très avancé. Et c'est là où l'argument qu'ils ont présenté est l'argument d'un plan de riposte anti-Covid. Alors qu'ils n'avaient pas de plan de riposte anti-Covid à la date du 29. C'est une rhétorique des gens habitués à l'endettement. C'est une rhétorique des gens qui ne comprennent pas le poids de l'endettement sur les générations futures. C'est une rhétorique. J'ai suivi un grand économiste dont je ne veux pas appeler le nom, qui a dit et qui a expliqué ce que nous devons penser de la dette, ce que c'est que la dette. Certains pensent que la dette est une facilité. Certains pensent que la dette est un don et un cadeau. Parce que eux, ils vont surendetter la nation pour les générations futures et compromettre l'avenir des générations futures. Regardez un peu ce qui se passe, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Premièrement, si nous prenons la région, la zone UEMOA, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a 2 pays qui auront un service de la dette très très lourd, qui dépasse les 50%. J'ai dit pour des raisons données, je ne veux pas dire le second pays, mais le Bénin fait partie de ces 2 pays. Donc, le service de la dette crève déjà, dépasse les 50%, frôle déjà les 60 et quelques % pour le cas du Bénin. Donc, voilà des gens qui ont ça déjà sur le dos. Mais lorsque vous allez dans une banque, n'importe quelle banque internationale, vous avez plusieurs guichets. Les guichets ne sont pas les mêmes. Et c'est en fonction du guichet que vous avez le taux de crédit et les facilités qui accompagnent ce taux de crédit. Vous pouvez aller sur les guichets marchands, vous pouvez aller sur les guichets non marchands, les guichets de coordination sociale, le bureau de coordination, de cohésion. Vous pouvez aller sur des guichets où il y a la bonification ou des prêts concessionnels. Donc, il y a plusieurs guichets, c'est la même chose. La porte à laquelle ils ont tapé, c'est la porte des facilités élargies de crédit. Et pour eux, ils vont prendre de l'argent au profit, c'est-à-dire sous l'argumentaire de Covid.
alors qu'ils n'ont pas un plan. Est-ce qu'ils ont présenté un plan aux Béninois? Est-ce que vous avez vu un plan aux Béninois? Ils n'ont pas de plan. Alors que je proposais, je disais qu'il faut accompagner. Le 29, quand Patrice Talon a fini son entretien, il a dit non, qu'il n'a pas d'argent. Vous avez suivi la communication sur la toile et un peu partout au niveau de sa propagande. Vous avez vu que les Béninois attendent quoi? Qu'ils attendent qu'il donne de l'argent, qu'il n'a pas si. Non. Donc, aujourd'hui, il se pose une question sur ce que vous posez. Qu'est-ce qu'on appelle une dette? Une dette n'est pas un cadeau. Et celui qui s'est endetté doit rembourser. Et j'ai dit la dernière fois que la dette ici répond un peu à ce qu'on attend par l'usure pour l'individu. Parce que ici, c'est des dettes qui sont, auxquelles sont adossés des taux d'intérêt planifiés. Qui à court terme, qui à moyen, qui à long terme. Alors, lorsque vous vous surendettez, vous pensez que c'est un cadeau, que vous allez fondre toutes les dettes dans le gré à gré, vous voyez ce qui se passe. Lorsque vous vous surendettez et que votre peuple est dans la précarité, vous voyez ce qu'on en pense. Et lorsque on parle de la dette, dans le schéma, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent non, il n'y a pas l'annulation ni l'allègement, c'est ce que vous venez de dire, mais que ça n'a qu'à rester là et ils vont prendre de nouvelles dettes. C'est ce que ça veut dire. Et ces nouvelles dettes, si vous lisez très très bien, ils veulent opérer comment? C'est que eux, étant incapables, n'étant pas éligibles à de nouvelles dettes, ils vont passer par le groupe des banques et des structures qui sont affiliées aux institutions de Bretton Woods et des institutions partenaires, qui sont crédibles, qui ont des surliquidités ou des liquidités, pour que eux là aillent prendre la dette à taux presque zéro ou à taux très compétitif, ou même concessionnaire à taux presque nul. Et ces banques-là qui vont s'endetter, vont prendre l'argent et le retrocéder à taux presque zéro. Pendant que les surendettements et les endettements qu'ils avaient là sont là. Mais il y aura une accumulation. Il y aura une super accumulation de dettes et les problèmes qu'on évite aujourd'hui en matière de dette, ces problèmes vont revenir après. C'est un mécanisme complexe. Donnez le plan du Bénin. Vous avez le plan. Le plan n'existe pas. Nous, en tant que force politique, nous avons très tôt proposé un plan. Nous avons fait une analyse de la situation. Notre analyse de la situation part de notre compréhension de la pandémie. Et pour comprendre la pandémie, nous sommes allés faire des recherches et nous avons écouté les sachants, non pas sur le SARS-CoV-2, le virus qui est incriminé aujourd'hui, mais sur le MERS, le virus qui a sévi au niveau du Moyen-Orient il y a quelques années, et sur le SARS-CoV-1, pour ne pas le dire, qui a sévi quelques années en Asie du Sud-Est et au-delà. Et nous avons vu qu'on n'a pas eu de traitement pour ces cas. Et on n'a jamais eu de traitement pour ces cas. Et parce qu'on n'a pas eu de traitement pour ces cas, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réfugié derrière les gestes barrières et derrière l'accompagnement. Et nous avons interrogé aussi les spécialistes pour dire, mais qu'est-ce que vous connaissez de ce SARS-CoV-2? Ils disent que c'est un virus nouveau, qui a beaucoup de mystères et qu'il n'y a aucun consensus scientifique achevé là-dessus. Et que les seuls gestes, c'est les mesures d'isolement et les mesures de précaution, ce qu'on appelle éviter le contact avec le virus. Mais pendant ce temps, il y a la doctrine de l'épidémiologie qui est courante, qui est dominante. La doctrine dominante est basée sur la notion de l'immunité collective. Cela veut dire quoi? Je l'ai expliqué. Cela veut dire que le maximum de population peut être contaminée. Or, si nous laissons le maximum de population contaminée sans connaître une littérature, sans avoir une littérature achevée sur le virus, et nous pouvons découvrir des surprises qui peuvent être des surprises effroyables. Et c'est ce que nous avons dans le monde. Imaginez, lorsque j'ai écouté les derniers développements, surtout en France, qui est un peu plus proche de nous, on dit qu'à la date du 11 mai, la France serait autour de 5-6%, en tout cas serait largement inférieur à moins de 10% de personnes contaminées. Or, les tenants de la doctrine de l'immunité collective disent qu'il faut atteindre 60 à 70%
de contamination de la population, de gens qui ont développé l'auto-immunité, l'immunité définitive ou sur longue période, sur longue durée contre la maladie pour que le virus tombe. Donc, nous sommes dans une complexité et inachevée sur la connaissance du virus. À partir de ce moment, nous devons prendre des mesures hardies. Notre gouvernement n'a pas pris de mesures hardies. Au 29, ils n'ont pas de mesures. C'est parce qu'ils vont au niveau pour prélever de l'argent. Et puis, je vais arrêter pour vous dire quelque chose. Le ministre Abdoulaye Biadjane, il était à la BID. Il était à la BID. Quel était l'argument qu'il a servi à la BID pour avoir des garanties de prendre de l'argent, des milliards de dollars? Quand je parle, c'est en dollars ou en euros. Mais avez-vous vu un plan? Ils n'ont pas de plan. Et mon inquiétude, c'est quoi? C'est qu'on fait de saupoudrage, et j'ai dénoncé le week-end passé, et c'est sur des vidéos en ligne, que si nous ne faisons pas attention, il y aura quoi? Il y aura que des fonds seront pris sous l'argument de Covid, alors qu'en réalité, les populations ne vont pas bénéficier. J'ai écouté hier, ou hier ou avant-hier, on a commencé par dire aux gens, recensez-vous, les artisans, les ci, les ça. Mais c'est de saupoudrage, c'est pas sérieux. Il faut un plan global, annoncé aux populations. Le gouvernement doit venir, prendre un temps, réunir un conseil des ministres, sortir un plan de riposte annoncé, et que le peuple comprenne dans chaque secteur ce qu'il y a. Je suis allé jusqu'à proposer qu'on discute avec les fêtières, qu'on discute avec les syndicats, qu'on discute avec les associations. Je sais que les syndicats sont totalement liquéfiés, je l'ai dit, complètement anesthésiés pour la plupart. Mais il faut discuter avec les fêtières de chaque corps. Ce que le ministre propose, c'est un flou. C'est un flou complet. J'ai écouté le président Macky Sall. J'ai écouté le président Macron. J'ai écouté la présidente du FMI. J'ai écouté le président de la BAD. Et j'ai eu des documents sur l'UEMOA et sur la BCAO et consorts. Il ressort et il y a un groupe africain qui a aussi discuté avec les institutions, le groupe des institutions de Bretton Woods. Vous savez, il n'y a pas de cadeau en matière de géostratégie. En matière de géostratégie, c'est ce que vous pesez qui compte. Il n'y a pas de cadeau. Et on ne peut pas aujourd'hui prendre un doigt pour fermer le visage. Que se passe-t-il concrètement? Les pays sont endettés. Et la dette, il y a un service de la dette qui s'appelle le remboursement, qui coûte cher. Parce que vous remboursez les intérêts, vous allez rembourser le principal. On vous échelonne ça. Donc tout ce que vous produisez, une grande partie va vers la dette. Or, si ça va vers la dette et que vous êtes dans la mauvaise gouvernance, c'est que vous brûlez les avantages que vous avez escomptés au départ en allant contracter la dette. Et on en est là, dans une mauvaise gouvernance pour ce qui concerne le Bénin, quand le Covid est venu. Le Covid est venu et que disent les autres, ceux qui vous passent ces argents? Ils ne disent pas qu'on va supprimer, parce qu'ils ne peuvent pas le dire, n'importe comment. Ils ne disent pas qu'on va supprimer. Ils disent, on allège. C'est-à-dire, on peut suspendre le remboursement sur une durée. Mais l'un dans l'autre, c'est là. En fond, on dit, en fond. En fond, excusez-moi de prendre ma langue. Donc, les dettes que vous accumulez sont là. Il faut rembourser. Et c'est celui qui a pris la dette qui rembourse. Et qui a pris la dette? On a pris au nom du Bénin. Le Bénin doit rembourser. On a pris au nom de l'Afrique. L'Afrique doit rembourser. C'est là. Oh, il y a une géostratégie de la dette. Et dans cette géostratégie de la dette, on demande maintenant que les dettes soient supprimées, soient annulées. On a vu par le passé ce que l'annulation des dettes a fait. C'est ça. Parce que il n'y a pas de cadeau. Même quand on vous dit qu'on va annuler une dette, c'est toujours en contrepartie.
il y a toujours la contrepartie. Il n'y a pas de cadeau. Donc aujourd'hui, la question qui se pose concrètement au niveau de la tribune que j'ai lue, au niveau de la lettre de la tribune de Wadaï que j'ai lue, au niveau de la lettre de Patrice Talon que j'ai lue également, la question qui se pose est que c'est une fuite en avant. Ils disent qu'il faut un endettement responsable. Qu'est-ce qu'ils appellent endettement responsable dans un pays de l'omerta, dans un pays de gré à gré, dans un pays où on n'a aucune lisibilité et aucun plan de riposte anti-Covid. Donc, ces actions qu'on envoie ça et là peuvent être des diversions pour dire qu'il y a un plan. Où est le plan Covid? Ceux qui disaient dans ce pays qu'on n'a soutenu personne, ils disent maintenant il faut que les gens aillent se recenser. Alors que ça a été au départ mon action. Et l'action de l'ensemble des forces crédibles au sein du pays. Notre action a été de dire qu'il faut un accompagnement de tous les secteurs, de toutes les structures, de toutes les personnes, de tous les citoyens, de toutes les activités exposées au Covid. On n'a pas eu. Notre action a été de dire que le ministre vienne d'abord rencontrer le peuple. C'est eux qui parlent. Au lieu qu'on les voit sur le tarmac en train de prendre des photos devant des dons ou des matériels qui sont venus, ce n'est pas le rôle d'un ministre d'aller faire des photos. Les ministres qui viennent aller prendre des photos pour dire on a reçu tel nombre de masques, tel nombre de choses, ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur rôle. Au lieu de faire ça, ils doivent venir nous dire le choc du Covid sur le budget, c'est tant. Le choc du Covid sur le PIB, c'est tant. Le choc du Covid nous amène à prendre telle mesure pour soutenir, pour accompagner et pour relancer. Il doit pouvoir nous dire le choc de Covid va créer tel problème. Voilà en matière d'offre de soins, en matière de disponibilité d'offre de soins et de capacité sanitaire, voilà ce que nous avons, voilà ce qui manque. Et j'attends, ils font de toutes les façons, je prends acte de ce que aujourd'hui on parle de recensement dans le cas de Covid. Il ne faut pas que ce soit des recensements pour piéger les gens. Il faut que ce soit de recensement effectif pour que les gens soient accompagnés. Mais concevez avec moi que c'est trop tard. Le Covid tuait depuis, le Covid menaçait depuis, les activités sont menacées depuis, et c'est maintenant qu'on dit de recenser. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un gouvernement impréparé. Et ce qui est encore grave, j'apprends qu'ils sont en train de vouloir émettre des Covid bonds. C'est-à-dire, ils vont mettre sur le marché des titres, des obligations, des titres, notés Covid, que les gens vont acheter. Et après de là, ils auront de l'argent, soit dit, pour faire face à l'accompagnement du Covid. Or, j'avais dénoncé le 29 mars, dans une déclaration, j'avais dénoncé ici même que ces personnes qui disent qu'il n'y a pas de moyens, le jour où on va parler de Covid bond, ils vont tomber, ils vont se ruer dedans pour en tout cas, pour essayer de profiter de la pandémie et se surendetter, peut-être pour d'autres choses. Tout, grosso modo, je pense que la philosophie dont vous parlez, c'est le ministre Wadaï qui comprend, c'est du flou, c'est une fuite en avant. Deuxièmement, et je prends acte qu'ils disent maintenant qu'il faut recenser les gens, ils trouvent la nécessité maintenant que les gens doivent être accompagnés, les gens doivent être aidés. Je prends acte de cela. Oh, écoutez, M. Patrice Talon est toujours dans son schéma. Dans son schéma. La relance de l'économie africaine, ils défoncent une porte ouverte. Le président Talon, posez-lui la question, s'il y a un seul président africain qui ignore qu'on doit relancer l'économie africaine. Est-ce que le président du Niger ignore? Est-ce que le président du Nigeria ignore? Est-ce que le président du Togo ignore? Est-ce que le président Ouattara ignore? Est-ce que le président du Mali? Tout le monde sait qu'il faut relancer. Mais tout le monde sait qu'il faut relancer sur des piliers et des bases solides. Quelle économie Patrice Talon veut relancer au Bénin alors qu'il n'a pas de parlement? Quelle économie veut relancer au Bénin alors que c'est l'omerta? Alors qu'il est incapable de faire du Bénin un pays des droits de l'homme? Quelle économie il veut relancer? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il dévonce, c'est de la littérature. Tout le monde sait, c'est de la littérature. En fait, la solidarité au niveau des pays de l'Union européenne ne semble pas être un vain mot. Vous savez, c'est un débat
très large, un débat de fond, qui pose même les questions des valeurs, les questions de la mondialisation et les questions des grands groupes. La question que vous posez est souvent une question très profonde. Il ne faut pas prendre sous le coup du Covid seul. L'Union européenne a des problèmes réels et était dans la gestion de ces problèmes qui sont la suite des diverses crises et de comment ils ont géré, ils ont eu à faire face à ces diverses crises. Vous savez, la dette publique est aussi un souci au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne a ses problèmes. Je ne veux pas rentrer dans le schéma un peu de polémique qui consiste à dire, bon, on a abandonné tel pays, on a fait ci tel pays, on a refusé ci, on a refusé ça. La dette pose un problème dans beaucoup de pays tels que la France, tels que l'Italie, tels que la Grèce, même l'Espagne, un peu partout. Il n'y a que l'Allemagne qui résiste un peu, certains pays du nord de l'Europe qui résistent un peu. Mais maintenant, il y a une question géostratégique, il y a la géostratégie de la dette. Il y a la géostratégie de la dette, il y a la géopolitique de la dette. Et il faut comprendre qu'en fonction de la géostratégie, de la géopolitique de la dette, il faut comprendre l'intérêt de la dette dans ce qui se passe. Pourquoi? Parce que nous avons une crise sanitaire, c'est vrai, mais qui crée une crise économique réelle, une crise économique qui n'est pas de l'utopie. Parce que les activités économiques sont ralenties, sont bloquées, on a vu, on constate. Donc, il y a une crise économique. Et face à cette crise économique, est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut attendre pour voir tout tomber? On voit comment certains géants se comportent. Aux États-Unis, la Federal Reserve, la Fed, on a vu ce que la Fed a fait. L'injection massive d'argent dans l'économie pour soutenir. On a vu au niveau de la Chine, même la Chine qui allait encore plus loin, qui dévance maintenant la mise sur le marché de la monnaie, la crypto-monnaie électronique. Donc, il y a une géostratégie puissante. Par rapport à ça, on voit l'Europe aussi qui est obligée d'injecter de la liquidité. Donc, il en est de même de l'Afrique, parce que l'Afrique est le continent sur lequel se jouent les grands enjeux de la géostratégie à cause de la matière première. À cause de la matière première. Donc, il est important que vous compreniez ce qu'on appelle solidarité avec l'Afrique, que vous compreniez ça dans le cadre de la géostratégie, de la géopolitique. Ce n'est pas une solidarité bon cœur de l'Église ou de la chorale. C'est une solidarité stratégique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut écouter le président Macky Sall. Mais en écoutant Macky Sall, il faut faire un peu d'arrêt et écouter un peu à l'intérieur de la France le discours de Mélenchon qui parle d'affaisser le mur de la dette. Donc il y aura un discours, un débat important sur la dette. La dette. Et on doit voir la dette et le relèvement de l'économie et le soutien à l'économie mondiale. Donc, parce que si on ne le faisait pas, si on n'a pas une bonne lecture du rôle de la dette, si on n'a pas une bonne lecture de comment injecter de l'argent, comment éviter une crise financière qui va essayer de mettre totalement dans le groupe la crise économique, on arrivera à une crise bancaire. Et quand nous allons arriver à une crise bancaire, il y aura, je l'ai dit la dernière fois, il y aura, on risque de ne plus contrôler beaucoup de choses, alors que la pandémie du coronavirus est en train de révéler un bouleversement complet. Et vous avez écouté le ministre français des Affaires étrangères qui dit que le coronavirus bouleverse complètement le jeu diplomatique mondial. Donc, c'est une question de géostratégie. L'Afrique ne peut pas simplement dire, avoir toute la condescendance. Il faut discuter de la dette. Et quand on parle de la dette, il y a dette et dette. Il y a dette et dette. Quand on parle de la dette, il y a dette et dette. Il y a plusieurs sources d'endettement. Et il faut savoir que quand on parle de la dette, il y a des sources qui sont concernées, des sources qui ne peuvent pas être concernées. Vous savez, on ne peut pas dire le ministère des Affaires sociales et des microfinances demande aux gens de venir se faire inscrire dans le cadre du Covid. Le dit
peut comporter plusieurs pièges, comme ça. Il faut un plan annoncé. Le peuple doit comprendre, il doit y avoir une transparence dans ce que nous demandons. Nous avons dit, on doit accompagner. Le gouvernement, pendant longtemps, a dit, on ne va pas accompagner, on n'a pas d'argent. Nous avons dit, il y a l'argent, que nous avons au moins 2 sources d'argent. Nous pouvons faire une réallocation budgétaire à l'intérieur du Bénin pour trouver de l'argent, parce que le budget 2020 du Bénin ne peut pas continuer d'être exécuté en l'état à partir du moment où il y a eu Covid. On doit avoir un collectif budgétaire pour repenser le budget et l'adapter au Covid. On ne l'a pas eu parce qu'on n'a pas eu de parlement. Or, nous savons qu'aujourd'hui, les crédits qu'on prend ne passent plus nécessairement devant le Parlement avant d'être mis en œuvre. Et que c'est 90 jours après qu'il faut faire. Dans ce contexte, nous n'avons pas un plan global. Est-ce que vous disposez d'un plan global? Or, si on ne sait pas faire, ces recensements peuvent donner lieu plus tard à des perceptions d'impôts, à l'élargissement de l'assiette fiscale. Oui, bien sûr, à une pression fiscale extraordinaire, étouffante pour les gens déjà dans la précarité. C'est ça ce que j'ai dit en disant, il faut un plan global. On doit comprendre que tous ceux qui vont se faire recenser ne subiront pas des surcharges d'impôts ou de fiscalité juste après. Donc, il faut un plan global, échelonné dans le temps, pour qu'on voit dans chaque aspect ce qu'on veut faire. Et puis, quand on parle de recensement, c'est de la comédie. Les données statistiques sont là. Au niveau de l'INSAE, si les services de l'INSAE sont des services qui travaillent bien, l'INSAE devait disposer de données sur les ménages, le nombre de ménages, la dissémination de la pauvreté et autres là. Et puis les mairies, on dispose. Il y a des monographies, sur la photographie exacte jusqu'au niveau de chaque quartier. Si l'INSAE est une structure qui est une structure technique, on doit avoir ce que nous on appelait, quand nous on était à l'Assemblée et nos expériences dans le gouvernement, on a ce qu'on appelle au niveau du ministère du Plan, au niveau de la statistique, les monographies au niveau des communes, des arrondissements, des départements. Nous avons des chefs d'arrondissement, nous avons des maires, même si, bon, on les a tellement essorés et dévalorisés, mais les structures sont là. Mais les données techniques, statistiques sont là. Donc, c'est simplement ceux qui peut-être n'auraient pas été pris en compte qui vont venir. Et puis les gens disposent de cartes d'identité, de tout. Et ils prennent des impôts au niveau de toutes ces personnes. Quand je viens dans une mairie, les ticketiers, ce qu'on appelle couramment les ticketiers, ils prennent des tickets chez des gens, il y a des recensements. Donc, c'est du saupoudrage. Et puis c'est une honte aussi pour un gouvernement que depuis que le Covid a commencé, que c'est maintenant, à la date du 25 avril, qu'on lance une opération de recensement à des fins d'assistance alors qu'on n'a pas le plan de autres là. Les autres pays ont annoncé le plan. Moi, j'ai annoncé un plan. J'ai dit qu'il faut un minimum de démarrage de 540 milliards de francs CFA, alors qu'ils vont au niveau des institutions prendre de l'argent en dollars ou en euros. Je n'ai pas dit que le gouvernement doit renoncer à ce recensement. C'est une opération qui vient tardivement. Et gouverner, c'est anticiper. Je veux faire un constat avec tout le monde qui n'ont pas de plan, parce qu'ils n'ont aucune connaissance sur le Covid-19. Et j'ai dit que la plupart des spécialistes qui sont autour d'eux ont manqué de mise à jour en matière d'épidémiologie Covid-19. Si c'est des applications périmées qui doivent être mises à jour, parce qu'ils fonctionnent sur l'ancienne doctrine épidémiologique. Et c'est d'ailleurs qui a fait que quelqu'un dont je ne veux pas appeler encore le nom est venu faire une confusion entre tuberculose et Covid. Aujourd'hui, je constate qu'il y a un retard complet dans la mise en place, dans la conception et la mise en œuvre d'un plan de riposte. Ils n'en ont pas. C'est heureux déjà, je prends acte qu'ils commencent à le faire. Mais je dis, il ne faut pas que ça soit un saupoudrage, un piège, un leurre au niveau de la communauté internationale pour aller prendre de l'argent. Parce que je suis en train d'apprendre qu'ils vont émettre des Covid bonds.
Oh, les Covid bonds, je suis contre les Covid bonds parce que par rapport à ceux-là qui ne végètent que dans le gré à gré, je ne veux pas. C'est pourquoi je dis à tout le monde d'être vigilant et d'être alerte pour que nous puissions avoir un programme, un plan réel de riposte assorti d'un programme et d'une traçabilité. Regardez comment ils font faire des photos devant les cargaisons. Parfois, il y a des structures qui donnent des choses et on réoriente ça comme c'est des individus ou des proches de pouvoir qui ont fait déjà de magnanimité. Regardez ce qui s'est passé avec Sanofi, qui a donné à tous les pays des choses. Et puis, un autre aspect, je ne sais pas si ça vous intéresse, tout ce qu'on donne, il faut vérifier. Parce que j'ai dit, en France, la justice a ralenti les importations d'une grande structure dont je ne veux pas appeler le nom. Parce que suspecté d'avoir des impacts sur la contamination de la population. Or, ces structures sont venues donner des cadeaux ici. Ces structures ont donné des cadeaux ici. Alors qu'en France, on a suspecté ces structures d'agir sur de favoriser la contamination. Et la justice a restreint leur activité. Mais malgré ça, ces structures-là, les gens de ces structures donnent des choses qu'on prend ici, sans précaution, sans rien du tout. Je vois aussi qu'on fait des vols vers l'intérieur du pays, sans vérification, sans désinfection. Tout ce qui se passe est grave. Vous savez qu'il y a des pays dans lesquels on a trouvé des matériels qui sont contaminés. Des matériels qui sont contaminés. Ça s'est trouvé au Canada. Et qui viennent d'un pays. Et ici, quelles sont les structures? J'ai proposé que tout matériel qui arrive, qu'on mette ça en quarantaine, qu'on fasse de la désinfection, double désinfection, et qu'on mette en quarantaine à l'ancienne. Donc, c'est l'amateurisme, je ne vais pas dire l'amateurisme, c'est l'inconscience et la légèreté vis-à-vis de quelque chose qui ne fait que commencer. Quand les gens disent mon Covid en Afrique, on n'a pas assez, ça ne fait que commencer. Personne ne sait ce qui va se passer. Moi, j'ai le sentiment d'être suivi. Et c'est ce qui m'encourage à continuer. J'ai le sentiment. Je connais le mode de fonctionnement. C'est des gens complexés pour la plupart. C'est des gens complexés. Vous voyez, quand j'ai dit de fermer les écoles, j'ai crié à l'instar de beaucoup de personnes. Ils ont dit, ok, il a dit on va fermer. Nous, on ne va pas dire on va fermer. Nous, on va dire on prolonge les congés. Bon, si prolonger les congés a le même résultat que fermer les écoles, tant mieux. Qu'est-ce qu'on demande? On demande, comme le dit l'adage, on demande la mort du serpent. Si c'est la femme ou l'homme qui a tué, c'est un autre débat. De la même manière, on a dit beaucoup de choses. Et qui sont en train de... Même. Lorsque Patrice Talon a parlé le 29, je sais les critiques que j'ai écoutées, jusqu'à écouter les critiques d'une personne qui se prend pour Dieu dans ce pays. Mais aujourd'hui, vous dites non, il n'a pas l'argent, il ne donnera pas l'argent. Mais écoutez, aujourd'hui, je prends acte de ce qu'on demande déjà aux gens d'être recensés pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Seulement, je dis, je connais ça, c'est monsieur. Il ne faut pas que ça soit trompe-l'œil. Les gens n'ont rien eu. Il ne faut pas que les institutions qui leur disent où est votre plan. Parce que quand ils vont demander de l'argent quelque part, on leur dit ok, mais c'est Covid, non? Ils disent oui. Je dis ok. Où est le plan Covid? Ils n'en ont pas. Ils ne connaissent même pas le nombre de personnes bénéficiaires, rien du tout. Ils n'ont rien parce que c'est leur dernier souci. Eux, c'est le business. Et vous allez voir, quand dans ce plan-là, il y a un aspect qui dit aux entreprises exposées, aux sociétés exposées. Là, puisque eux qui ont presque toutes les entreprises, qui ont toutes les grosses affaires, ça les intéresse. Ça les intéresse. Il ne faut pas que l'argent qui va venir là aille là-bas au détriment de la pauvre dame, de la coiffeuse dont on cite le nom. On cite aujourd'hui le nom de la coiffeuse. On dit les coiffeuses, restaurants et autres là, les taxis, on parle des taxis, on parle des entreprises, on parle des gens et choses là. Il ne faut pas que l'argent là aille dans leur entreprise, alors que nous voulons que l'argent aille vers ces personnes. C'est pour ça que nous disons qu'il faut une transparence. Une transparence. Donc, moi j'ai le sentiment d'être écouté. Parce que non seulement je parle
tous les dimanches comme je le fais. J'ai remarqué qu'il y a des insuffisances, mais maintenant, ce que je fais, sans chose, je mettrai dans tous les groupes, dans tous les réseaux sociaux, partout. Celui qui veut écouter va écouter, celui qui ne veut pas écouter n'a qu'à supprimer. Ce qui n'a qu'à bloquer. Moi, mon problème est que je sais que je ne suis pas contre un individu, ce n'est pas la personne de talent qui m'intéresse, c'est le dernier de mes soucis. Mais ce qui m'intéresse, ma vocation, c'est l'intérêt général, c'est le peuple. Et si on veut faire quelque chose contre le peuple, je dois le dire. Et c'est ce que j'aime, bon, j'ai le sentiment d'être écouté. Vous-même, vous voyez que ce qui se passe, vous voyez que aujourd'hui, maintenant, il y a des documents authentiques qui disent nous allons aider les gens. Ils n'ont qu'à se faire recenser. C'est déjà bien. Quand ils sont partis au FMI, taper à la porte de la facilité élargie de crédit, et qu'ils ont demandé alors qu'ils sont à 64, et quelques %, et qu'ils demandent maintenant à élargir jusqu'à 125 milliards de dollars. Et on leur a dit, mais pour quelle raison? Ils disent pour la santé, pour accompagner et pour soutenir notre budget financement immédiat. Ok, où est votre plan? Ils doivent envoyer le plan avant que l'accord ne soit donné. Et il faut que la société civile, les citoyens, il faut que les populations soient au courant. Mon rôle est le rôle du discours. L'arme principale que j'utilise est le discours. Et c'est un discours qui porte sur la réalité et qui dit là où il y a les intérêts de la population. Il faut lire dans le comportement des autres. Les autres, ils mettent des désinfectants sur les routes. Ils mettent ça sur la façade des immeubles. Cela veut dire quelque chose, que le virus peut être dans l'atmosphère. Je n'exagère pas. S'ils le font, nous au moins, au niveau de l'aéroport, qu'on a laissé comme ça, les bagages viennent, on peut faire quelque chose de ce genre. Lorsque nous parlons de communes critiques, où nous devons faire de cordons sanitaires, mais nous pouvons déjà, si nous disons qu'une commune est critique, c'est que nous avons des informations sur les endroits au sein de cette commune. Nous devons opérer par des dépistages intelligents. Même à l'aveugle, on ne peut pas dépister tout le monde. Mais on peut le faire à l'aveugle à partir des informations qu'on a pour réduire. Les pays qui s'en sont sortis, c'est ce que les pays-là ont fait. Et puis, le port de masque. Très tôt, ça fait partie de la première proposition. Si vous prenez le document qui est ici. Les masques, c'est la première, numéro 1. La mise à disposition gratuite aux populations des masques de protection dans les villes et campagnes dans les meilleurs délais. C'est la première proposition. Nous avons fait cette proposition depuis les 15-16 mars. C'est la première proposition. Nous avons parlé de dépistage. C'est les premières propositions. Et nous avons parlé ici, si vous prenez ici. Quand nous avons fini, nous avons dit, notez bien, le peuple souffre en ces moments difficiles de l'absence d'un parlement légitime et légal à même de porter ses problèmes. Ce parlement pourra voter un collectif budgétaire pour accompagner les entreprises qui inévitablement connaîtront les difficultés certaines dans le cadre des effets de coronavirus Covid-19. À tout point de vue, ces difficultés ne sont pas seulement sanitaires. Les Béninois sont dans l'attente de lois d'accompagnement, de baisse des taxes, impôts et des mesures pouvant impacter tous les secteurs d'activité formelles et informelles concernés. Les députés en mesure de faire des propositions alternatives au gouvernement, de contrôler véritablement l'action du gouvernement et surtout d'être aux côtés de nos populations en ce moment de grande pénibilité n'existent pas malheureusement. Et nous avons dit, en notabene 2, les conditions de réussite de la riposte contre Covid-19 dépendent de la qualité et de l'efficacité des mesures d'accompagnement à chaque composante de la société, qu'elle soit publique, privée, formelle ou informelle. Le gouvernement doit mettre l'accent sur la sensibilisation, l'entraide et la solidarité et l'implication de toutes les forces vives, et ceci dans une gestion transparente de la pandémie et de ses effets. Ce document date du 15-17 mars. Alors que tel que le secrétaire général des Nations Unies, l'OMS, ont déclaré, ont porté au stade de pandémie cette infection, cette épidémie, nous, voilà ce qu'on a dit. On traîne et nous sommes à 25 avril
Et c'est le 24, tout de 25, qu'on nous dit, on fait ci, on fait ci, on fait ça. Vous comprenez quel est notre état? Mais vous entendez, les autres aussi agissent, et puis ils sont sur le terrain, ils agissent. C'est une question de stratégie. Moi, j'ai pris personnellement la décision de venir chaque dimanche, de vous inviter, d'inviter certains des vôtres, ou d'inviter quelques éléments de la population, tout en respectant les gestes barrières. Parce qu'il faut que les gens soient au moins à 3 mètres de moi, et que chacun soit au moins à 3 mètres de l'autre, pour pouvoir poser des questions. Vous savez, nous n'avons pas accès à la télévision nationale. Nous n'avons pas accès à la radio nationale. Nous n'avons pas accès au quotidien national d'information. Et puis, vous savez que la plupart des organes de presse privés qui sont dans le pays sont presque sous le contrôle de pouvoir en place. Moi, je vous dis, je suis entré en politique avec comme moyen de combat le discours. Et je crois que le discours est le plus puissant moyen de combat. Vous ne pouvez pas aller, si vous allez sur l'ORTB ou sur un organe public d'information et que vous mettez en œuvre votre liberté d'expression, le journaliste qui vous a reçu sera limogé. Il sera limogé, il va perdre son emploi, il ne mangera plus. Et tout le monde est dans cette torpeur. Moi, je n'ai pas d'autre possibilité que ce que j'ai. Je travaille avec ceux qui peuvent poser des questions librement comme vous. Et puis, je mets ça sur ma page Facebook. Et s'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui ont le courage de publier, je le fais. Ils vont le faire. C'est tout. Je n'ai pas d'autres moyens pour le moment. Quand j'aurai d'autres moyens, je le ferai. Et vous savez que la communication coûte cher. Et tous les gens de l'opposition sont des gens mis complètement à sec. Parce que si vous êtes opposant au Bénin, c'est que vous n'avez plus droit à rien du tout. Même des gens même ont peur de vous saluer, de parler avec vous. Vous êtes comme un paria. Ce que moi je fais, c'est que je me jette à l'eau. Parce que par expérience, je sais que ce pouvoir va tomber. Et il n'y a rien à faire. Je dis, ils ont appuyé sur tous les boutons qu'on appuie pour décrocher de l'orbite. Ils sont dans l'espace. Ils n'ont plus le contrôle. Ils n'ont plus le contrôle. Il faut être franc. Il faut être très franc. Lorsque vous avez, j'ai toujours cette image de l'équipe de football. Lorsque vous avez une équipe de football et que vous voyez que le gardien de but a été corrompu et que tout ce que vous faites, vous gagnez, et lui, une balle est allée à la touche, au point de corner, on lui met ça. Au lieu de placer et de dégager vers le centre, il place la balle, il tourne dos au centre, il met ça dans son goal. Quand vous voyez comme ça, vous devez changer ce goal. Vrai ou faux? Vous ne pouvez plus travailler avec lui. Mais si vous ne travaillez pas avec ce goal, vous prenez le goal réserve. Le goal réserve, lui, dit, il est malade. En ce moment précis, lui, dit, il est malade, il ne peut pas. Il a la colique, il ne peut pas. Vous n'avez plus de goal. Mais si vous n'avez plus de goal, vous devez réorganiser votre équipe et mettre quelqu'un. Et en mettant quelqu'un de sûr, vous désorganisez le système. Si vous aviez envie de jouer 4-4-2 et que ce problème vous est arrivé, vous changez de système. Vous êtes obligé de faire 5-3-2. Donc, il faut dire que vous ne pouvez pas demander plus que ce que la résistance vit à la résistance. Et la résistance fait mieux d'ailleurs, se surpasse, se réorganise. Vous serez surpris de l'organisation. Quelle surprise il y a dans cette décision? D'autant plus que j'ai dit que le régime est un régime de dictature, de despotisme névrotique. Hein? Je vous dis que j'ai été longtemps en disant que ce régime est pris par l'hubris. L'hubris, la démesure, c'est une pathologie, c'est un régime pathologique. Donc rien ne me meut, rien ne m'étonne. C'est le contraire qui aurait étonné. Bon. Et puis, même, est-ce que c'est une question sur laquelle moi je vais répondre? Non. Moi, je n'ai jamais compté dans mon combat politique. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Les luttes de résistance pour démolir un régime dur
doit beaucoup plus s'appuyer sur les forces politiques à l'intérieur du pays. C'est lorsque la résistance intérieure est arrivée à une densification, à une organisation, à une capacité telle qu'elle puisse inverser les rapports de force à l'intérieur même du pays, que les actions à l'extérieur marchent. Je n'ai jamais vu nulle part où l'action intérieure n'a pas inversé les rapports de force, n'a pas mis en minorité le régime despotique et l'action extérieure a marché. Non. Et les spécialistes de la lutte de résistance l'enseignent partout. Ceux qui ont fait des formations en cela, on enseigne. C'est le b.a.-ba qu'on enseigne même dans les premiers cours. Que lorsque vous affrontez un régime dur, votre attention doit être sur la densification des forces intérieures. C'est pourquoi on parle de la solidarité à l'intérieur du camp combattant. Toute personne qui refuse la solidarité, qui refuse d'aller au secours des forces les plus faibles, et toute personne qui veut les phagocyter, court à sa propre perte. La résistance est la phase d'affermissement, de solidarité, de renforcement des plus faibles. Et c'est une phase où on travaille pour densifier, pour inverser les rapports de force et les mettre en faveur du peuple. Et c'est lorsque on finit ça que les appuis extérieurs peuvent marcher. Donc, ce qui se passe par rapport au comportement du Pénèbre, moi, ça me dit rien du tout. Vous m'avez vu opiner là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez dire à un dictateur? Quel enseignement vous voulez donner à un dictateur? Le seul enseignement à un dictateur, c'est de le foutre du pouvoir, de le chasser du pouvoir. Et on le fait en s'organisant par les moyens démocratiques, par les moyens tirés de la Constitution et par des moyens pacifiques. Parce que la Constitution offre les moyens au peuple d'exercer sa souveraineté à tout moment. Et c'est ce qu'il faut faire. Ce que la Constitution refuse, c'est de ne pas d'aller dans la violence. Et c'est ce que je refuse. Je ne prêterai aucune caution à la violence. Mais tout ce qui est non violent, tout ce qui s'inscrit dans la Constitution, il y a d'énormes moyens à l'intérieur. Je ne crois pas que ce soit les actions extérieures qui puissent permettre à une résistance d'inverser un dictateur. Les dictateurs, ils s'en foutent. Hein? Ils peuvent quitter. Ils peuvent quitter, ça ne leur dit rien du tout. Non seulement ils quittent, mais ils préparent les massues, les grosses chicottes pour frapper le peuple si la résistance intérieure n'est pas forte. En matière de chicotte, c'est la mise en place du groupement tactique d'intervention qui a été créé le 3 avril au sein de la police républicaine. Ce document, j'ai vu au bas de ce document la signature du directeur de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Il faut qu'on nous dise que ce document n'est pas authentique. Je veux voir le ministre de l'Intérieur dire c'est faux, ce document n'existe pas. Mais personne ne répond. Si ce document existait, et j'ai appris que les gens sont en formation pour venir faire des combats de localité contre les populations, c'est ça. Lorsque vous parlez de droit, et là, on ferme. C'est l'omerta. Ici, nous fermons la porte, nous tapons nos enfants, nous les tuons s'il le faut. C'est ça. Mais non. Moi, je pense que je dois vous remercier et remercier tous ceux qui vous assistent chaque fois quand vous venez les dimanches faire cette causerie avec moi. Vous avez abordé un certain nombre de sujets. Je voudrais rappeler que le Covid-19, comme l'a dit le président Macron, et comme nous le constatons chaque jour, garde encore beaucoup de mystères et qu'il n'y a aucun consensus là-dessus. Aucun consensus scientifique là-dessus. Chacun se démène, chacun dit ce qu'il veut, mais il n'y a pas de consensus là-dessus. À partir du moment où il n'y a pas de consensus là-dessus, ce que je préconise, c'est ce que tout le monde, tous ceux qui sont un peu sensés, raisonnables, peuvent préconiser. C'est quoi? Éviter de contact avec cette pathologie. Éviter par tous les moyens de rencontrer cette maladie. Et ceux qui ont des antécédents de santé, ceux qui ont des tensions, le cœur, le foie, les reins, les arthroses, ceux qui ont n'importe quelle maladie avant, évitez de rencontrer cette maladie. Fuyez cette maladie. Parce que c'est une maladie qui est grave en elle-même, mais qui est grave par la comorbidité, par le fait que si vous avez d'autres pathologies, ces autres pathologies peuvent devenir virulentes et vous créer des torts irréparables. Donc, je tiens, j'insiste, nos aînés, nos âgés, nos personnes âgées
protégeons-les. Respectons les gestes barrières. Et respectons les gestes barrières plus que les gestes barrières même. Je vais jusqu'à vous dire, là où on dit 1 mètre, il faut faire plus de 2 mètres. Là on vous dit, mouchez-vous sur le corps, tenez toujours des papiers jetables à côté. Dès que vous sentez n'importe quoi, essayez de moucher dedans et mettez des plastiques, mettez dedans, fermez et allez vous laver les mains. Ne badinez pas avec cette maladie. Et je dis, nous devons être accompagnés. Il y a beaucoup d'argent et le gouvernement est en train de prendre beaucoup d'argent et de matériel. Beaucoup. À quoi kéké sous poton. Vous savez, on dit quand quelque chose vous est cher, vous le dites dans votre langue. Il y a beaucoup d'argent qu'ils prennent. Il ne faut pas qu'ils prennent ces sous en votre nom, au nom de Covid, que ça passe ailleurs. Chacun doit être surveillant de chacun et du gouvernement. Et si vous apprenez n'importe quel sou, informez-nous. Nous allons les signaler partout où besoin sera. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et les photos des ministres. On va voir le ministre des Finances. On va voir le ministre de la Santé. On va voir le ministre. Allez faire photo derrière des caisses pour dire on a matériel. Ça veut dire quoi ça? Ils sont des manutentionnaires? Ils sont des dockers? Non. C'est le rôle des transitaires ça. Le ministre a autre chose à faire. Ou c'est le rôle de leurs collaborateurs. Le ministre des Finances doit venir nous dire les questions que j'ai posées au gouvernement. Ce n'est pas la peine d'aller ailleurs et de dire on a ça qui est caché au peuple. Voilà un peu le résumé que je fais en vous remerciant, en disant aux populations que de ne pas baisser la garde. J'apprends qu'on dit qu'en Afrique, ceci, c'est là, c'est dormant. À partir du moment où nous avons fait l'erreur de laisser l'aéroport ouvert, de laisser les frontières ouvertes et d'importer les cas, nous sommes foutus. Il ne nous reste qu'à être sur le qui-vive aux aguets. Lorsqu'on importe un cas, c'est fini. Vous allez entendre, on est parti d'un cas, non? On est à 50 et quelques. Vous allez voir les jours qui vont venir. Et pour qu'il n'y ait pas ça, et que nous ne souhaitons pas que ça augmente, la seule chose qui va nous aider, c'est que chacun prenne les gestes barrières et respecte scrupuleusement pour lui-même et pour le voisin les gestes barrières. Je pense que je ne ferai pas de prière pour dire grâce à la prière, si ça, ce n'est pas mon rôle. Il y a ceux dont le rôle est de prier, eux ils vont prier. Mais moi je vous dis, fuyez cette pathologie, respectez les gestes barrières, protégez les anciens, surveillez-vous. Voilà, je vous remercie.